Le soleil de fin d'après-midi baignait le jardin du Luxembourg, d'une lumière dorée, dessinant de longues ombres sur l'herbe impeccablement entretenue. Thierry Dubois, un homme de 40 ans aux cheveux prématurément grisonnants et aux yeux bleus fatigués, se promenait distraitement, tenant la main de son fils de 4 ans, Antoine. Vêtu d'un costume coûteux qui détonnait dans le cadre décontracté du parc, Thierry parlait au téléphone, sa voix tendue, résonnant dans l'air. « Non, nous ne pouvons pas reporter la réunion. Les investisseurs insistent, et nous devons conclure cette affaire d'ici la fin de la semaine, » dit-il, le front plissé par l'inquiétude. Antoine, un garçon aux cheveux bruns et aux yeux curieux, tira sur la main de son père, impatient de jouer sur les balançoires. Thierry mit fin à l'appel avec un soupir frustré. Il regarda Antoine, ressentant une pointe de culpabilité. « Je suis désolé, mon grand. Papa est là maintenant. On va jouer ?» Le visage d'Antoine s'illumina, ses yeux brillants d'anticipation. « Je peux jouer au ballon, papa ?» Thierry hocha la tête, sortant un ballon coloré du sac à dos qu'il portait. Il le tendit à Antoine, regardant son fils courir joyeusement à travers l'herbe. Un instant, Thierry ressentit une vague d'amour et de regret. Combien de moments comme celui-ci avait-il manqué, piégé dans des réunions sans fin et des appels professionnels. Tandis qu'Antoine jouait, le regard de Thierry erra dans le parc, s'arrêtant sur une silhouette solitaire, assise sur un banc usé. C'était une fille, pas plus âgée qu'Antoine, avec des cheveux sombres en désordre et des vêtements en lambeaux. Ses grands yeux tristes observaient les autres enfants jouer, son visage émacié, trahissant une faim et un épuisement indubitable. Thierry sentit sa poitrine se serrer. La fille était clairement l'un des nombreux enfants sans abri de la ville, un problème dont il connaissait l'existence, mais auquel il pensait rarement. Avant qu'il ne puisse s'attarder davantage sur cette pensée, son téléphone sonna de nouveau. « Monsieur Dubois, désolé de vous déranger, mais nous avons une situation urgente au bureau, » dit la voix de son assistant. Thierry soupira, reportant son attention sur son travail. « Qu'est-ce que c'est encore ?» Pendant qu'il se concentrait sur l'appel, Antoine continuait de jouer, donnant des coups de pied de plus en plus loin dans le ballon. L'excitation du jeu lui fit oublier son environnement. D'un coup de pied plus fort, le ballon roula vers la rue animée adjacente au parc. Sans réfléchir, Antoine courut après. Thierry, toujours au téléphone, ne remarqua pas immédiatement le danger. La fille sur le banc, cependant, vit tout. Ses yeux s'écarquillèrent de peur en voyant Antoine courir vers la rue où une voiture approchait rapidement. Sans hésiter, elle se leva, ignorant la faiblesse de ses jambes, et courut aussi vite qu'elle le pouvait. « Antoine !» cria enfin Thierry, remarquant où se trouvait son fils. Il laissa tomber son téléphone, son cœur battant la chamade. Tout se passa en quelques secondes. La fille atteignit Antoine juste au moment où il s'apprêtait à mettre le pied sur la chaussée. Elle l'attrapa par la taille, le tirant en arrière de toutes ses forces. Ils tombèrent tous les deux sur l'herbe, la voiture passant à quelques centimètres de l'endroit où Antoine se serait trouvé. Thierry courut vers eux, ses jambes tremblant de peur et de soulagement. Il serra Antoine dans ses bras, les larmes aux yeux. « Mon Dieu, Antoine, ça va ? Ne refais plus jamais ça. » Antoine, effrayé et confus, se mit à pleurer dans les bras de son père. Thierry le tenait fermement, tout son corps secoué par la prise de conscience de ce qui avait failli arriver. Quand il se calma suffisamment pour penser clairement, Thierry se tourna vers la fille qui avait sauvé son fils. Elle se tenait un peu à l'écart, l'air incertain et prête à fuir à tout moment. « Tu as sauvé mon fils !» dit Thierry, la voix étranglée par l'émotion. « Comment puis-je te remercier ? Que puis-je faire pour toi ?» La fille le regarda avec de grands yeux méfiants. Elle hésita un instant, comme si elle pesait ses options. Finalement, d'une voix basse et rauque, elle dit « Une assiette de nourriture, s'il vous plaît. Je n'ai pas mangé depuis des jours. » Ces mots frappèrent Thierry comme un coup de poing à l'estomac. Il regarda vraiment la fille pour la première fois, remarquant son extrême maigreur, ses vêtements sales et déchirés, ses pieds nus et blessés. Cet enfant, qui n'avait rien, venait de risquer sa propre vie pour sauver Antoine. Sans crier gare,
Thierry sentit des larmes chaudes couler sur son visage. Il pleurait ouvertement, sans se soucier de qui pouvait le voir. Des années d'émotions refoulées, de priorités mal placées, de moments manqués avec son fils, tout refit surface à cet instant. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il entre deux sanglots. « Léa » répondit timidement la fille. Thierry s'approcha d'elle, s'agenouillant lentement pour être à sa hauteur. « Léa, tu n'auras pas seulement une assiette de nourriture. Je t'emmène chez moi, et je m'assurerai que tu aies tout ce dont tu as besoin. Tu n'auras plus jamais faim, je te le promets. » Léa le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance. Thierry lui tendit doucement la main, et après un moment d'hésitation, Léa la prit. Alors qu'il se dirigeait vers la voiture de Thierry, Antoine s'accrochant fermement à son autre main, Thierry sentit un profond changement en lui. Le vide qu'il avait tenté de combler avec le travail et l'argent semblait soudain trivial, comparé au courage et aux besoins de cette petite fille. Sur le chemin du retour, Thierry observait dans le rétroviseur les deux enfants assis sur la banquette arrière. Antoine, encore un peu secoué, regardait Léa avec curiosité. Léa semblait perdue dans ses pensées, ses grands yeux absorbant chaque détail de l'intérieur luxueux de la voiture. « Léa » appela doucement Thierry, « depuis combien de temps vis-tu dans la rue » La jeune fille mit un moment à répondre, comme si elle comptait mentalement. « Je ne suis pas sûre. »« Longtemps, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Thierry sentit son cœur se serrer. Comment un si jeune enfant avait-il pu être seul si longtemps? Où étaient ses parents? Que leur était-il arrivé? 1000 questions affluèrent dans son esprit, mais il savait que ce n'était pas le moment de l'interroger. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel particulier de Thierry dans le Marais, la bouche de Léa s'ouvrit en grand. L'immense demeure, avec ses jardins bien entretenus et ses fontaines ornées, ressemblait à un palais de contes de fées pour une fille habituée à dormir dans les ruelles et sous les ponts. « Entrons » dit gentiment Thierry en ouvrant la portière. « D'abord, assurons-nous que tu aies quelque chose à manger. » Dans la cuisine spacieuse et moderne, Thierry demanda à la gouvernante, une femme d'âge mûr nommée Claudine, de préparer un repas nutritif. Claudine, bien que surprise par l'apparence de Léa, ne posa aucune question et commença immédiatement à préparer une soupe chaude, des sandwichs et des fruits frais. Léa s'assit à la table de la cuisine, ses pieds se balançant au-dessus du sol, ses yeux suivant chaque mouvement de Claudine, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. Lorsque le bol de soupe fumant fut placé devant elle, Léa hésita, regardant Thierry comme pour demander la permission. « Vas-y, mange Léa, » dit doucement Thierry. « C'est pour toi. » Avec des mains tremblantes, Léa prit la cuillère et goûta la soupe. Ses yeux se remplirent de larmes à la chaleur et au goût de la vraie nourriture. Elle se mit à manger rapidement, comme si elle avait peur que quelqu'un lui retire l'assiette. « Doucement, ma chérie, » dit gentiment Claudine. « Il y en a plus si tu en veux. Personne ne va te la prendre. » Léa ralentit, mais continua à manger avec voracité. Thierry et Antoine regardaient en silence, tous deux profondément affectés par la faim évidente que cette petite fille avait endurée. Pendant que Léa mangeait, Thierry se surprit à réfléchir à sa propre vie. Il avait tout, l'argent, le pouvoir, le succès professionnel, et pourtant, jusqu'à ce moment, il avait ressenti un vide inexplicable. En voyant cette petite fille affamée qui avait risqué sa propre vie pour sauver son fils, Thierry réalisa à quel point il s'était éloigné de ce qui comptait vraiment. Après le repas, Thierry conduisit Léa à l'une des chambres d'amis. « Tu peux rester ici, Léa. Cette chambre est à toi maintenant. » Léa regarda autour d'elle, s'émerveillant de la taille de la pièce et du lit moelleux. Elle toucha les draps propres avec révérence, comme s'ils étaient en or. « Merci, monsieur, » dit-elle doucement. « Appelle-moi Thierry, » répondit-il avec un doux sourire. « Maintenant, que dirais-tu d'un bon bain chaud? Claudine t'aidera à te nettoyer et à trouver des vêtements propres. » Pendant que Claudine s'occupait de Léa, Thierry emmena Antoine dans sa chambre. Son fils était exceptionnellement silencieux. « Tout va bien, mon grand ?» demanda Thierry, s'asseyant sur le lit à côté d'Antoine.
Antoine regarda son père avec des yeux sérieux. « Est-ce que Léa va vivre avec nous maintenant, papa ?» Thierry hésita. Il n'y avait pas encore pensé. Tout se passait si vite. « Je ne suis pas sûr, mon fils. Pour l'instant, elle restera avec nous. Elle a besoin d'aide. » Antoine hocha la tête, pensif. « Elle m'a sauvé la vie, dit-il simplement. »« Oui, c'est vrai, » acquiesça Thierry, sentant une nouvelle vague d'émotion. « Et pour cela, nous lui serons toujours reconnaissants. » Plus tard dans la nuit, les enfants endormis, Thierry était assis dans son bureau, un verre de whisky intact devant lui. Son téléphone vibrait sans arrêt. Appels du bureau, de partenaires, tous marqués comme urgents, tous exigeant son attention. Mais pour la première fois depuis des années, Thierry se fichait des affaires. Il prit une photo d'Antoine sur son bureau, caressant le visage souriant de son fils. Aujourd'hui, il avait failli tout perdre, et il avait été sauvé par une fille sans abri, un enfant que la société, et lui-même, avait ignoré si longtemps. Thierry sentit une nouvelle détermination grandir en lui. Il aiderait Léa, oui, mais pas seulement elle. Il utiliserait ses ressources, son influence, pour faire plus, pour être meilleur, pour créer un monde où les enfants comme Léa ne seraient plus oubliés. Avec cette résolution, Thierry décrocha enfin le téléphone, mais pas pour retourner ses appels professionnels. Il composa le numéro de son avocat. « Maître Dupont, c'est Thierry. J'ai besoin de votre aide. Je veux entamer la procédure pour devenir le tuteur légal d'un enfant. » En parlant, Thierry regarda la nuit étoilée. Quelque part là-dehors, il y avait d'autres enfants comme Léa, perdus, affamés, oubliés. Et Thierry Dubois, le millionnaire bourreau de travail, ferait tout ce qu'il pouvait pour changer cela. Le jour qui avait commencé comme n'importe quel autre était devenu le tournant de sa vie. Une petite fille sans abri avait sauvé plus que la vie de son fils. Elle avait sauvé l'âme de Thierry, lui rappelant ce qui comptait vraiment. Et alors que la nuit avançait dans l'hôtel particulier de Thierry Dubois, 3 âmes dormaient. Un garçon qui avait appris la bravoure, une fille qui avait trouvé l'espoir, et un homme qui avait redécouvert sa raison d'être. Demain apporterait certainement des défis, mais aussi la promesse d'un nouveau voyage, une chance de rédemption, et l'opportunité de faire une différence, une assiette de nourriture à la fois. Thierry Dubois était assis dans son bureau luxueux, alors que les premiers rayons du soleil matinal inondaient les grandes fenêtres. Son regard était fixé sur une photo d'Antoine sur son bureau, mais son esprit vagabondait vers la petite silhouette endormie dans la chambre d'amis. Léa, la fille qui était apparue de nulle part et avait bouleversé son monde en quelques heures. Il passa une main dans ses cheveux prématurément gris, se remémorant la décision impulsive qu'il avait prise la veille, accueillir un enfant sans abri. À quoi pensait-il ? Thierry était un homme d'affaires, habitué à calculer chaque mouvement, à peser le pour et le contre de chaque décision. Mais aucune de ses vastes expériences professionnelles ne l'avait préparé à cela. Un flashback soudain le transporta dans sa propre enfance. Thierry, à peine âgé de 10 ans, aidant sa mère à compter les pièces de monnaie sur la table de la cuisine, essayant de savoir s'ils avaient assez pour payer le loyer. L'odeur de soupe claire dans l'air, le seul dîner qu'il pouvait se permettre. Son père, un homme bon mais abattu par la vie, rentrant d'une autre longue journée de travail dans une usine qui ne payait presque rien. Thierry secoua la tête, chassant les souvenirs. Il s'était juré de ne plus jamais revivre cela, qu'il donnerait à son fils tout ce que lui-même n'avait jamais eu. Et maintenant, il se retrouvait face à un enfant qui vivait dans des conditions encore pires que celles qu'il avait connues. Un léger coup à la porte le ramena au présent. C'était Claudine, la gouvernante. « Monsieur Dubois, la jeune fille est réveillée. Elle semble un peu désorientée. » Thierry se leva rapidement. « Merci, Claudine, je vais aller lui parler. » En entrant dans la chambre d'amis, Thierry trouva Léa blottie dans un coin, ses grands yeux effrayés parcourant les environs luxueux. « Bonjour Léa, » dit-il doucement, s'approchant lentement. « As-tu bien dormi ?» Léa hocha timidement la tête. « C'est réel ? Je peux vraiment rester ici ?» Le cœur de Thierry se serra. « Oui, Léa, tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin. »
À ce moment, Antoine fit irruption dans la pièce, son visage illuminé d'un grand sourire. « Léa, tu veux voir mes jouets ?» La tension sur le visage de Léa s'apaisa un peu, et elle jeta un coup d'œil à Thierry, qui hocha la tête pour l'encourager. Alors que les enfants quittèrent la pièce, Thierry ressentit une vague de culpabilité. Combien de fois avait-il refusé de tels moments à Antoine, faisant toujours passer le travail en premier? Plus tard dans la journée, alors que Léa explorait timidement l'hôtel particulier avec Antoine, Thierry dut faire face à un appel qu'il redoutait, celui de son ex-femme, Isabelle. « Thierry, quelle est cette folie que j'entends? Tu as recueilli une fille sans abri pour vivre avec toi ?» La voix d'Isabelle était un mélange d'incrédulité et de colère. Thierry soupira. « Isabelle, elle a sauvé la vie de notre fils. Je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Depuis quand t'en soucies-tu autant? Tu as à peine le temps pour Antoine et maintenant tu veux jouer les héros pour une étrangère ?» Ces mots le frappèrent comme une gifle. Elle avait raison, bien sûr. Il avait été un père absent, privilégiant toujours le travail. Les choses vont changer, Isabelle. Je le promets. Pour Antoine et pour Léa. Et les implications légales, Thierry? Y as-tu pensé? Tu ne peux pas simplement ramasser un enfant dans la rue et décider de l'élever. Thierry savait qu'elle avait raison. Les complications juridiques seraient énormes, mais quelque chose en lui avait changé. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait ce qui était juste, pas ce qui était le plus rentable ou stratégique. « Je m'occuperai de tout, Isabelle. Fais-moi confiance. » Après avoir raccroché, Thierry appela immédiatement son avocat, entamant le processus pour obtenir la garde temporaire de Léa. Ce serait une bataille, il le savait, mais il était déterminé à la gagner. Les jours suivants furent un tourbillon d'ajustements. Léa, habituée à la dureté de la rue, avait du mal à s'adapter au luxe de la demeure. Thierry la surprit plusieurs fois dormant par terre, disant que le lit était trop mou. Elle cachait de la nourriture dans ses poches, craignant que le prochain repas n'arrive jamais. Thierry observait tout cela avec un mélange de tristesse et de détermination. Il se souvenait de son propre parcours, de la difficulté de s'adapter à une vie de richesse après des années de pauvreté. Un jour, en passant dans le couloir, Thierry entendit des voix provenant de la chambre d'Antoine. En jetant un coup d'œil par la porte entr'ouverte, il vit Antoine et Léa assis par terre, entourés de jouets. « Tu n'as jamais eu de poupée ?» demanda Antoine, incrédule. Léa secoua la tête. « Non. Mais j'avais un ours en peluche une fois. Je l'ai trouvé dans une poubelle et je l'ai réparé, mais plus tard, j'ai dû l'échanger contre de la nourriture. » Thierry sentit son cœur se briser. À cet instant, il se promit de faire tout son possible pour donner à Léa l'enfance qu'elle méritait. Décider d'inscrire Léa à l'école fut un autre défi. Thierry savait qu'elle n'avait probablement jamais fréquenté l'école régulièrement, si tant est qu'elle l'ait fait. Le premier jour, Léa était visiblement nerveuse. Thierry s'agenouilla devant elle, ajustant son nouvel uniforme. « Souviens-toi, Léa, tu es intelligente et courageuse. Tu vas très bien t'en sortir. » Léa hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis de peur. Thierry la regarda entrer dans le bâtiment, ressentant un mélange de fierté et d'inquiétude. Les premières semaines furent difficiles. Léa luttait pour suivre les cours et se lier avec les autres enfants. Thierry recevait des appels fréquents de l'école concernant des problèmes de comportement ou des difficultés scolaires. Un soir, il trouva Léa en train de pleurer dans sa chambre. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. « Je suis stupide, » sanglota Léa. « Je n'arrive à rien faire de bien à l'école. Je devrais peut-être juste retourner dans la rue. » Thierry se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Il s'assit à côté d'elle, sur le lit. « Léa, regarde-moi, » dit-il doucement. « Tu n'es pas stupide. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes et les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Tu as juste besoin de temps pour t'adapter, et je serai là pour t'aider à chaque étape. » En réconfortant Léa, Thierry se souvint de sa propre lutte pour se démarquer à l'école, en venant d'un milieu pauvre, étudiant tard dans la nuit, déterminé à briser le cycle de pauvreté de sa famille. Dans les jours qui suivirent, Thierry réduisit ses heures de travail, passant plus de temps à aider Léa avec ses études et à créer des liens avec Antoine.
Il engagea des tuteurs privés pour Léa, déterminés à l'aider à surmonter ses difficultés scolaires. Antoine, quant à lui, s'était beaucoup attaché à Léa. Il la suivait partout, impatient de lui montrer ses jouets préférés ou de lui apprendre des jeux dont elle n'avait jamais entendu parler. Un après-midi, Thierry les trouva dans le jardin. Antoine apprenait à Léa à faire du vélo, tenant la selle pendant qu'elle pédalait timidement. « Tu peux le faire, Léa !» cria Antoine pour l'encourager. « Tu es la fille la plus courageuse du monde, tu m'as sauvée, tu te souviens ?» Thierry regarda la scène, le cœur plein. C'était comme si Léa avait toujours fait partie de leur vie. Tout n'était pas rose, cependant. Thierry faisait toujours face à la désapprobation d'Isabelle et de certains de ses associés. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi il gaspillait son temps et ses ressources pour une enfant sans abri. « Tu ruines ta réputation, Thierry, » lui dit un collègue lors d'un déjeuner d'affaires. « Pense à ce que cela pourrait faire à ton image publique. » Mais Thierry ne se souciait plus de telles opinions. Il avait trouvé un nouveau but, quelque chose que l'argent et le succès professionnel ne lui avaient jamais donné. Un soir, en couchant Antoine, son fils le surprit avec une question. « Papa, je peux te demander quelque chose ? Est-ce que Léa est ma sœur maintenant ?» Thierry hésita un instant. « Eh bien, Antoine, légalement non, mais dans nos cœurs, oui. Elle fait partie de notre famille maintenant. » Antoine sourit, satisfait de la réponse. « C'est bien, j'ai toujours voulu une sœur. » Cette nuit-là, allongé dans son lit, Thierry réfléchit à la façon dont sa vie avait changé au cours des dernières semaines. Il dormait moins et travaillait moins, mais paradoxalement, il se sentait plus vivant et plus épanoui que jamais. Il prit son téléphone et, après un moment d'hésitation, appela Isabelle. « Salut Isabelle. Désolé d'appeler si tard. Je voulais te dire merci. »« Me remercier pourquoi ?» demanda-t-elle, perplexe. « D'avoir été une mère extraordinaire pour Antoine toutes ces années, pendant que j'étais trop occupé à bâtir un empire. J'ai été un idiot, et je suis désolé. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand Isabelle parla enfin, sa voix était plus douce. « Merci, Thierry. Ça me touche beaucoup. Et peut-être que j'ai été trop dur à propos de Léa. Si elle est importante pour toi et Antoine, alors je soutiens ta décision. » Thierry sentit un poids se soulever de ses épaules. « Merci, Isabelle. Ça compte beaucoup pour nous tous. » Après avoir raccroché, Thierry alla voir Léa. Il la trouva endormie paisiblement, serrant un ours en peluche qu'Antoine lui avait donné. Pour la première fois depuis son arrivée, elle avait l'air vraiment détendue et en paix. Thierry sourit, une vague d'affection paternelle le surprenant par son intensité. Il savait que la route à venir serait difficile. Il y aurait des obstacles juridiques, des défis émotionnels et des ajustements continus. Mais en regardant le visage endormi de Léa, il savait que chaque lutte en vaudrait la peine. Sa décision impulsive d'accueillir Léa avait déclenché une série d'événements qui transformaient non seulement sa vie, mais aussi la sienne et celle d'Antoine. Thierry Dubois, l'homme d'affaires impitoyable, apprenait la vraie signification de la famille, de l'amour et du but. En fermant doucement la porte de la chambre de Léa, Thierry se fit une promesse silencieuse. Il serait le père que Léa n'avait jamais eu et le père qu'Antoine avait toujours mérité. Et dans le processus, peut-être deviendrait-il enfin l'homme qu'il avait toujours voulu être. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, Thierry y faisait face non pas avec anxiété ou des calculs froids, mais avec espoir et détermination. Le voyage commencé par l'acte d'héroïsme d'une petite fille sans abri ne faisait que commencer, et Thierry était prêt pour chaque étape du chemin. Le bureau de Thierry était faiblement éclairé par la lueur de sa lampe de bureau alors que le soir tombait. Il se pencha en arrière dans son fauteuil en cuir, les yeux fixés sur un mince dossier que son détective privé avait livré plus tôt dans la journée. Avec un profond soupir, il l'ouvrit, révélant les maigres informations découvertes sur le passé de Léa. Les premières pages ne contenaient que des fragments. Un acte de naissance partiel, un bref séjour dans un orphelinat, puis plus rien. C'était comme si Léa avait simplement disparu du système.
Thierry sentit un nœud se former dans sa gorge en lisant le seul détail concret. Abandonné devant l'hôpital Saint-Louis, âge estimé à 3 mois. Il ferma les yeux, imaginant un bébé sans défense, laissé seul dans une nuit froide. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça? Qu'est-ce qui avait pu pousser les parents de Léa à prendre une décision si drastique? Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Léa, ses grands yeux curieux, regardant à travers la porte légèrement ouverte. « Je peux entrer, monsieur Thierry ?» demanda-t-elle timidement. Thierry ferma rapidement le dossier. « Bien sûr, Léa, et souviens-toi, tu peux m'appeler simplement Thierry. » Léa entra, ses petits pieds nus faisant peu de bruit sur le tapis moelleux. Elle s'approcha du bureau, ses yeux parcourant les papiers et les livres éparpillés. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la curiosité évidente dans sa voix. Thierry hésita. « En fait, Léa, j'essayais d'en savoir plus sur toi, sur ta vie avant qu'on ne se rencontre au parc. » Les yeux de Léa s'agrandirent un peu, une ombre traversant son jeune visage. « Oh » dit-elle simplement, sa voix petite. Thierry se pencha en avant, sa voix douce. « Léa, te souviens-tu de quelque chose de ta vie avant la rue? De tes parents ?» Léa resta silencieuse un long moment, ses doigts jouant distraitement avec l'ourlet de sa chemise. Quand elle parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Je ne me souviens pas de mes parents. Je me souviens seulement d'avoir été seul. » Thierry sentit son cœur se serrer. Il se leva et s'agenouilla à côté de Léa pour être à sa hauteur. « Voudrais-tu me parler de ta vie dans la rue, Léa ? » « Seulement si tu le veux, bien sûr. » Léa le regarda, ses yeux pleins d'une maturité qu'aucun enfant de son âge ne devrait posséder. Puis, lentement, elle commença à parler. « Les rues sont froides, dit-elle, et bruyantes. Mais parfois, si tu sais où chercher, tu peux trouver des endroits chauds et calmes pour dormir. » Elle raconta à Thierry les ruelles cachées où elle dormait, comment elle avait appris à fouiller les bennes à ordures, derrière les restaurants, pour trouver de la nourriture, les dangers posés par d'autres sans-abri et par de mauvaises personnes dans les rues. « Mais tout le monde n'était pas méchant, » continua Léa, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Il y avait une dame qui me donnait parfois du pain chaud et un homme qui jouait de la guitare sur la place. Il m'a appris quelques accords. » Thierry écoutait attentivement, à la fois horrifié et impressionné par la sagesse et les expériences que Léa portait en elle. Comment un si jeune enfant avait-il pu survivre seul si longtemps? « Léa, dit doucement Thierry quand elle eut fini, tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Léa le regarda avec surprise, comme si elle n'avait pas l'habitude de recevoir des compliments. « J'ai seulement fait ce que je devais faire pour survivre, » dit-elle simplement. À cet instant, Thierry prit une décision. Il se leva, la détermination brillant dans ses yeux. « Léa, je veux que tu saches que tu n'auras plus jamais à faire ça. Je prendrai toujours soin de toi. » Léa le regarda avec un mélange d'espoir et de prudence. « Tu le promets ? » ?»« Je le promets, » dit fermement Thierry. « En fait, je veux faire plus que ça. »« Léa, comment te sentirais-tu si je devenais ton tuteur légal ? Cela signifie que je serais responsable de toi, légalement. Tu ferais partie de notre famille. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes. « Je pourrais rester ici pour toujours ?» Thierry sourit, sentant ses propres yeux s'embuer. « Oui, Léa, pour toujours. » Dans les jours qui suivirent, Thierry se lança à corps perdu dans le processus juridique pour devenir le tuteur de Léa. Il engagea les meilleurs avocats, remplit des montagnes de paperasse et se prépara à tout obstacle qui pourrait survenir. Pendant ce temps, Léa continuait de s'adapter à sa nouvelle vie. À l'école, après un début difficile, elle commença à exceller dans certains domaines, notamment en art. Un jour, Thierry fut convoqué à l'école pour une réunion avec la professeure d'art de Léa, Madame Rousseau. Inquiet, il se précipita dans le couloir, craignant de mauvaises nouvelles.
À sa grande surprise, madame Rousseau l'accueillit avec un sourire radieux. « Monsieur Dubois, merci d'être venu. Je voulais vous montrer quelque chose. » Elle le conduisit à un mur couvert de dessins colorés. Au centre, un se distinguait. Une peinture vibrante d'un parc, représentant une fille aux cheveux sombres, sauvant un petit garçon d'une voiture qui approche. « C'est Léa qui a peint ça, » expliqua madame Rousseau. « Elle a un talent extraordinaire, monsieur Dubois. La façon dont elle utilise la couleur, l'émotion qu'elle transmet, c'est vraiment remarquable pour quelqu'un de son âge. » Thierry était sans voix, ému en reconnaissant la représentation artistique du moment qui avait changé leur vie. Elle n'a jamais eu de cours d'art avant, réussit-il à dire. Madame Rousseau sourit. « Eh bien, alors c'est un don naturel, monsieur Dubois. Je crois vraiment que Léa a le potentiel pour devenir une artiste incroyable. Avec le bon soutien et les bons encouragements, qui sait où son talent pourrait la mener. » Ce soir-là, Thierry surprit Léa avec un ensemble complet d'art. Pinceau, peinture, toile, crayon de couleur. Ses yeux brillèrent d'excitation devant les cadeaux. « C'est tout pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. Thierry hocha la tête en souriant. « Oui, Léa, ta professeure m'a montré ton travail aujourd'hui. Tu as un talent incroyable et je veux que tu aies tous les outils pour l'explorer. » Léa serra Thierry fort dans ses bras, des larmes de gratitude dans les yeux. « Merci, Thierry, merci pour tout. » Alors qu'il regardait Léa s'immerger dans son nouveau monde de couleurs et de créativité, Thierry réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru. Les secrets du passé de Léa étaient encore largement cachés, mais son avenir était plein de possibilités. Il savait qu'il y aurait encore des défis à venir, le processus de tutelle, l'ajustement continu de Léa, les regards et les commentaires de ceux qui ne comprenaient pas sa décision. Mais en regardant la jeune fille concentrée sur sa peinture, Thierry savait que chaque lutte en vaudrait la peine. Léa avait peut-être été abandonnée dans le passé, mais maintenant elle avait un foyer, une famille et un avenir rempli d'espoir. Et Thierry était déterminé à être à ses côtés à chaque étape, l'aidant à peindre un nouveau chapitre de sa vie, rempli de couleurs vibrantes et de promesses. Le soleil matinal inondait le bureau de Thierry, illuminant la pile de documents intacts sur son bureau. Pour la première fois depuis des années, les rapports et les propositions n'étaient pas sa priorité. Au lieu de cela, ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, observant Léa et Antoine jouer dans le jardin. Thierry sourit en voyant Léa poursuivre Antoine autour de la fontaine, tous deux riant aux éclats. Il était difficile de croire qu'il y a quelques mois à peine, Léa était une fille solitaire dans les rues, et Thierry un père absent, perdu dans son monde d'entreprise. Déterminé à passer la journée avec les enfants, Thierry mit de côté son ordinateur portable et se dirigea vers le jardin. « Qui veut faire un pique-nique » cria-t-il, accueilli par les cris enthousiastes d'Antoine et un sourire timide mais éclatant de Léa. Alors qu'ils préparaient le panier de pique-nique ensemble, Thierry remarqua à quel point Léa était devenue plus confiante dans la cuisine. Elle ne cachait plus de nourriture dans ses poches, ni ne jetait des regards anxieux vers le réfrigérateur. C'était un signe de progrès petit, mais significatif. Au parc local, Thierry regardait les enfants jouer, son cœur se remplissant d'une joie qu'il ne connaissait pas. Antoine courut vers lui, tirant sur sa main. « Papa, viens jouer avec nous !» supplia Antoine. Thierry hésita un instant, pensant aux dizaines d'emails non lus sur son téléphone. Mais en voyant le regard plein d'espoir d'Antoine et le regard prudent de Léa, il réalisa qu'il n'y avait pas de véritable choix. « Bien sûr, mon grand !» répondit-il, se levant et suivant les enfants vers l'aire de jeu. Les heures passèrent rapidement alors qu'ils jouaient, riaient et partageaient des histoires. Thierry était étonné de tout ce qu'il avait manqué ces dernières années, faisant toujours passer le travail en premier. Le rire d'Antoine, le sourire hésitant de Léa, c'étaient des trésors qu'aucun contrat ou affaire ne pouvait remplacer. La semaine suivante, Thierry décida d'emmener les enfants à la piscine municipale. Alors que Léa sautait avec enthousiasme dans le petit bain, Antoine resta au bord, les yeux écarquillés de peur. « Qu'est-ce qui ne va pas, Antoine ?» demanda doucement Thierry. « J'ai
J'ai peur de l'eau profonde, admit Antoine, embarrassé. Avant que Thierry ne puisse répondre, Léa nagea vers eux. J'avais peur aussi, avant, dit-elle doucement. Mais j'ai appris que l'eau peut être notre amie si on sait comment s'y prendre. Thierry regarda avec émerveillement Léa apprendre patiemment à Antoine à flotter, lui tenant les mains et lui chuchotant des mots d'encouragement. Peu à peu, la peur dans les yeux d'Antoine fut remplacée par la confiance et, finalement, la joie. « Regarde, papa, je nage !» cria triomphalement Antoine, battant des bras tandis que Léa le guidait doucement. Thierry sentit ses yeux s'embuer de larmes, en partie en voyant son fils surmonter une peur, mais aussi en étant témoin de la gentillesse et de la patience de Léa. Cette fille, qui avait tant enduré, aidait les autres avec une compassion qui dépassait son âge. Ce soir-là, en couchant les enfants, Thierry réfléchit à la façon dont sa vie avait changé. Il passait moins de temps au bureau et plus de temps à la maison, et étonnamment, les longues heures de travail ne lui manquaient pas du tout. Cependant, son absence à l'entreprise n'était pas passée inaperçue. Le lendemain matin, il fut convoqué à une visioconférence urgente avec le conseil d'administration. « Thierry, les chiffres du dernier trimestre sont inquiétants, » dit un administrateur, la voix tendue. « Nous avons besoin de vous concentrer et présent. L'entreprise ne peut pas se permettre de vous avoir distrait par des affaires personnelles. » Thierry sentit une vague de frustration. « Des affaires personnelles ? Je m'occupe de ma famille. Nous comprenons que vous traversez des changements à la maison, » intervint un autre administrateur. « Mais n'oubliez pas ce qui est en jeu ici. Des centaines d'emplois, des millions d'investissements. » Thierry resta silencieux un moment, ses pensées en tumulte. Il savait que l'entreprise avait besoin de lui, mais il savait aussi qu'Antoine et Léa avaient besoin de lui plus encore. « Messieurs, répondit-il finalement, je comprends vos préoccupations, mais je comprends aussi que j'ai passé des années à donner la priorité à cette entreprise sur tout le reste. Cela va changer. Je trouverai un équilibre, mais pas au détriment de ma famille. » L'appel se termina dans un silence tendu, laissant Thierry avec un sentiment d'incertitude quant à son avenir professionnel. Mais quand il quitta son bureau et vit Léa et Antoine l'attendre pour dîner ensemble, il sut qu'il avait fait le bon choix. Cette nuit-là, Thierry fut réveillé par des cris provenant de la chambre de Léa. Il se précipita et la trouva assise dans son lit, tremblante et en pleurs. « Léa, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « J'ai fait un cauchemar, » sanglota Léa. « J'étais de retour dans la rue. Il faisait froid et sombre, et j'étais de nouveau seul. » Thierry l'enveloppa doucement de ses bras. « C'est fini maintenant, Léa. Tu es en sécurité. Tu es à la maison. » Léa s'agrippa à lui, ses larmes trempant sa chemise. « Promets-moi que tu ne me renverras pas. Promets-moi que je peux rester. » Le cœur de Thierry se brisa devant la peur dans sa voix. « Léa, regarde-moi, » dit-il en lui soulevant doucement le menton. « Tu fais partie de cette famille maintenant. C'est ta maison pour toujours. Je te le promets. » Lentement, Léa commença à se calmer, sa respiration se régularisant. Thierry se mit à fredonner doucement une berceuse que sa propre mère lui chantait, berçant Léa jusqu'à ce qu'elle se rendorme. En la regardant dormir, Thierry ressentit une vague d'amour protecteur. Il savait que les traumatismes de Léa ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, mais il s'était engagé à être là pour elle, quoi qu'il arrive. Dans les jours qui suivirent, Thierry apporta des changements à son emploi du temps. Il délégua plus de responsabilités, fixa des limites claires à ses heures de travail et s'assura d'être présent pour les moments importants avec les enfants. Un après-midi, en aidant Léa avec ses devoirs, Thierry remarqua une étincelle particulière dans ses yeux chaque fois qu'elle parlait de son cours d'art. « Madame Rousseau a dit que ma peinture pourrait être choisie pour l'exposition de l'école », s'exclama Léa, son visage rayonnant de fierté. Thierry sourit, une vague de joie l'envahissant en voyant Léa si excitée. « C'est merveilleux, Léa. Je suis si fier de toi. » À cet instant, en voyant le sourire radieux de Léa, Thierry réalisa que toutes les luttes, les nuits blanches et les réunions de bureau tendus en valaient la peine.
Il assistait à l'épanouissement d'un enfant qui, quelques mois auparavant, n'avait que son propre courage pour survivre. Alors que les jours se transformaient en semaines, Thierry observait les liens entre Léa, Antoine et lui-même se renforcer. Les cauchemars de Léa devinrent moins fréquents et son sourire plus fréquent. Antoine, inspiré par le courage de Léa, devint plus confiant et protecteur envers sa nouvelle sœur. Et Thierry, il découvrit une nouvelle définition du succès, non plus mesurée par les contrats conclus ou les bénéfices trimestriels, mais par les sourires des enfants, leurs petites victoires quotidiennes et l'amour grandissant dans sa maison. Un après-midi, alors qu'il observait Léa et Antoine jouer dans le jardin, Thierry réfléchit au chemin qu'ils avaient parcouru. Il savait que d'autres défis les attendaient, le processus d'adoption, l'ajustement continu de Léa, l'équilibre délicat entre le travail et la famille. Mais en voyant les deux enfants rire et jouer, Thierry savait qu'ensemble, en tant que famille, ils pourraient tout affronter. Le soleil commença à se coucher, jetant une lueur dorée sur le jardin. Thierry appela les enfants à l'intérieur, leur promettant une soirée de jeux de société et d'histoire avant de dormir. Alors qu'il marchait, main dans la main vers la maison, il ressentit un profond sentiment de gratitude et de but. Voilà, pensa-t-il, la véritable signification du succès. Voilà l'héritage qu'il voulait laisser, non pas un empire d'entreprise, mais une famille unie par l'amour, la compassion et la détermination à veiller les uns sur les autres, quoi qu'il arrive. La journée commença comme n'importe quelle autre dans la maison du bois. Thierry préparait le petit déjeuner, tandis que Léa et Antoine discutaient avec enthousiasme de leurs projets pour le week-end. Le son de la sonnette, cependant, interrompit la scène domestique. Thierry ouvrit la porte et trouva deux femmes aux expressions sérieuses. « Monsieur Dubois, je suis Andrea Dubois de l'aide sociale à l'enfance. Voici ma collègue, Patricia Lefebvre. Pouvons-nous entrer ?» Le cœur de Thierry se mit à battre la chamade. Il savait que ce jour viendrait, mais il ne s'y attendait pas si tôt. « Bien sûr, entrez, » dit-il, en gardant son sang-froid. Les assistantes sociales entrèrent, leurs yeux examinant l'intérieur de la maison. Andrea alla droit au but. « Monsieur Dubois, nous avons reçu des informations selon lesquelles vous hébergez une mineure sans autorisation légale. Nous sommes ici pour enquêter sur la situation. » Thierry prit une profonde inspiration. « Oui, Léa reste avec nous. Je l'ai trouvée sans abri et je ne pouvais pas l'ignorer. Je suis en train d'entamer les démarches pour devenir son tuteur légal. » Patricia intervint. « Nous comprenons vos bonnes intentions, monsieur Dubois, mais il y a des procédures légales à suivre. Sans autorisation appropriée, nous avons une situation irrégulière qui nécessite une résolution immédiate. » À ce moment, Léa apparut à la porte de la cuisine, les yeux écarquillés de peur à la vue des étrangères. Thierry put voir la panique monter sur son visage. « Léa, ma chérie, tout va bien, » dit calmement Thierry. « Pourquoi n'irais-tu pas jouer à l'étage avec Antoine pendant que je parle à ces dames ?» Léa hésita, mais obéit, jetant un dernier regard effrayé avant de monter les escaliers avec Antoine. Thierry se tourna vers les assistantes sociales. « Qu'avez-vous l'intention de faire exactement ?» Andrea soupira. « Monsieur Dubois, sans les documents appropriés, nous n'avons d'autre choix que de retirer Léa et de la placer dans un foyer d'accueil jusqu'à ce que la situation soit résolue légalement. » Les mots frappèrent Thierry comme un coup de poing. « Vous ne pouvez pas faire ça. Léa a enfin trouvé un foyer, une famille. L'emmener maintenant serait traumatisant pour elle. » « Nous comprenons votre inquiétude, » dit Patricia, « mais nous devons suivre le protocole légal. À moins que vous ne puissiez prouver que vous avez une autorité légale sur Léa, nous devrons l'emmener aujourd'hui. » Thierry sentit une détermination féroce monter en lui. « Je ne vous laisserai pas l'emmener. Donnez-moi du temps. Je ferai tout ce qu'il faut pour légaliser le statut de Léa. » Les assistantes sociales échangèrent un regard. Finalement, Andrea parla. « Nous sympathisons avec votre situation, monsieur Dubois. Nous pouvons vous donner 72 heures pour entamer le processus juridique approprié. Mais si nous ne voyons pas de progrès substantiel d'ici là, nous n'aurons d'autre choix que d'intervenir. » Dès qu'elles furent parties,
Thierry se précipita au téléphone, appelant son avocat. « Maître Dupont, j'ai besoin de vous ici maintenant. Nous avons une urgence. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Maître Dupont arriva avec une équipe d'assistants, et le salon de Thierry se transforma en un cabinet d'avocats improvisé. Des papiers furent remplis, des appels furent passés, et des stratégies juridiques furent discutées à voix basse. Au milieu de tout cela, Thierry entendit un sanglot étouffé provenant de l'escalier. Il trouva Léa blottie en haut, tremblante. « Léa, dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Elles vont m'emmener, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, la voix brisée. Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Personne ne veut vraiment de moi. Le cœur de Thierry se brisa devant la peur dans sa voix. Il la serra fort dans ses bras. « Léa, regarde-moi. Je te promets que je ne laisserai personne t'emmener. Tu fais partie de cette famille maintenant, et je me battrai de toutes mes forces pour te garder ici. » Léa s'agrippa à lui, enfouissant son visage dans sa poitrine. « Promets-le. Je le promets, » dit fermement Thierry. « Nous sommes dans cette épreuve ensemble, pour toujours. » Au cours des jours suivants, Thierry dormit à peine. Il partageait son temps entre le travail avec les avocats, rassurer Léa et Antoine et essayer de faire tourner son entreprise. Les nuits étaient consacrées à l'examen de documents et de stratégies juridiques. Au milieu du chaos, son téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des appels du conseil d'administration. « Thierry, nous avons besoin de vous ici », insista un administrateur. « L'entreprise souffre de votre absence. » Thierry sentit le poids des responsabilités contradictoires l'écraser. Mais en regardant la photo de Léa et Antoine sur son bureau, il savait où était sa priorité. « Je ferai ce que je peux à distance, » répondit-il. « Mais ma famille passe en premier maintenant. » La veille de l'échéance des assistantes sociales, Thierry rassembla Léa et Antoine dans le salon. « Les enfants, je dois être honnête avec vous, » commença-t-il. « Nous rencontrons des difficultés juridiques pour garder Léa ici. » Les yeux de Léa se remplirent de larmes. « Je dois partir ?» Thierry s'agenouilla devant elle. « Pas si je peux l'empêcher. Je fais tout mon possible pour m'assurer que tu restes avec nous. Mais j'ai besoin que vous soyez tous les deux forts et patients. Nous pourrions faire face à des moments difficiles, mais nous nous en sortirons ensemble, en famille. » Antoine prit la main de Léa. « Ne t'inquiète pas, Léa. Tu es ma sœur maintenant. Nous ne laisserons personne t'emmener. » Le lendemain matin, Thierry fit face à nouveau aux assistantes sociales, cette fois armé d'une pile de documents juridiques et accompagné de Maître Dupont. « Nous avons entamé la procédure de tutelle, » expliqua Maître Dupont. « De plus, nous aurons bientôt des déclarations d'enseignants, de voisins et de professionnels de la santé attestant du bien-être de Léa sous la garde de M. Dubois. » Andrea et Patricia examinèrent attentivement les documents. Après ce qui sembla une éternité, Andrea parla. « Eh bien, Monsieur Dubois, il est clair que vous prenez cela au sérieux et que vous suivez les étapes appropriées. Nous autoriserons Léa à rester sous votre garde pendant que le processus juridique se poursuit. Mais nous surveillerons la situation de près. » Thierry sentit un immense soulagement l'envahir. « Merci, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Je vous promets que je ferai ce qu'il faut pour Léa. » Après le départ des assistantes sociales, Thierry monta partager la bonne nouvelle avec Léa. Il la trouva dans sa chambre, serrant un ours en peluche, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Léa, dit-il doucement, j'ai de bonnes nouvelles. Tu peux rester. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais nous faisons des progrès. » Léa le regarda, un mélange d'espoir et de peur dans les yeux. « Vraiment? Je peux vraiment rester ?» Thierry la serra fort dans ses bras. « Oui, ma chérie, et je te promets que je me battrai de toutes mes forces pour que ce soit permanent. » Cette nuit-là, alors que Thierry regardait Léa et Antoine dormir paisiblement, il réfléchit aux événements des derniers jours. La tempête avait failli déchirer la famille qu'il construisait, mais ensemble, ils avaient surmonté la première vague. Thierry savait qu'il y aurait d'autres défis à venir. Le processus d'adoption serait long et compliqué, son entreprise avait besoin d'attention.
Mais en regardant les enfants endormis, il savait qu'il avait fait le bon choix. C'était sa priorité maintenant. C'était sa famille. Avec une détermination renouvelée, Thierry retourna à son bureau. Il y avait plus de travail à faire, plus de batailles à mener. Mais maintenant, il avait quelque chose qui valait vraiment la peine de se battre. L'amour et la sécurité de 2 enfants qui étaient devenus le centre de son monde. C'était un après-midi d'automne vif, au jardin du Luxembourg. L'air portait l'odeur des feuilles séchées qui tourbillonnaient dans la brise. Thierry Dubois était assis sur son banc préféré, observant Léa et Antoine jouer sur l'aire de jeu. Ces derniers mois, c'était devenu un rituel de week-end chéri pour la famille, un moment précieux que Thierry n'échangerait contre aucune réunion d'affaires. Léa, ses cheveux sombres en une tresse légèrement désordonnée qu'elle avait insisté pour faire elle-même ce matin-là, se balançait de plus en plus haut, son visage illuminé d'un sourire radieux qui faisait encore fondre le cœur de Thierry. Antoine courait autour de l'aire de jeu, s'arrêtant de temps en temps pour saluer son père ou montrer une nouvelle découverte à sa sœur adoptive. Thierry sourit, se permettant de se détendre en regardant les enfants. Il était difficile de croire qu'il y a quelques mois à peine, sa vie était complètement différente. Des journées sans fin au bureau, des dîners manqués, des moments précieux avec son fils perdu au nom du succès de l'entreprise. Maintenant, en voyant Léa et Antoine jouer ensemble, il savait qu'il avait trouvé une autre sorte de richesse, une richesse qu'aucun solde bancaire ne pouvait quantifier. « Léa ? Léa, c'est bien toi ?» La voix tremblante et âgée coupa l'air comme un éclair dans un ciel clair, faisant brusquement arrêter Léa de se balancer. Thierry se leva instantanément, ses instincts paternels en alerte maximale. Une femme âgée, probablement septuagénaire, s'approcha à pas hésitants. Elle portait un manteau beige bien entretenu et un vieux sac à main en cuir, ses cheveux blancs arrangés en un chignon traditionnel. « Mon Dieu, c'est vraiment toi !» murmura la femme, ses yeux bleu-gris pâles se remplissant de larmes alors qu'elle les fixait sur Léa. « Tu ressembles tellement à ta mère, tellement à ma Camille. » Thierry sentit son cœur sauter un battement, comme si on venait de tirer le tapis sous ses pieds. Il se déplaça rapidement aux côtés de Léa, qui avait sauté de la balançoire et regardait maintenant la femme, avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Je suis désolé, mais qui êtes-vous » demanda Thierry, essayant de garder sa voix calme et professionnelle, malgré le tourbillon d'émotions qui l'agitait. La femme détacha enfin son regard de Léa, comme si elle venait seulement de remarquer la présence de Thierry. « Je m'appelle Geneviève. Je suis la grand-mère de Léa. » Le monde sembla se figer un instant. Thierry sentit ses jambes faiblir, mais il resta ferme, conscient de la prise soudaine de Léa sur son pantalon. Antoine, sentant la tension, se rapprocha de son père et de sa sœur. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda Thierry, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Geneviève ouvrit son sac à main avec des mains tremblantes, fouillant son contenu. Elle en sortit une vieille photographie, légèrement jaunie sur les bords, et la tendit à Thierry. « C'est ma fille, Camille, quand elle avait l'âge de Léa, » expliqua Geneviève, la voix étranglée par l'émotion. « La ressemblance est... elle est indéniable. » Thierry prit prudemment la photographie, ayant l'impression de tenir une bombe sur le point d'exploser. Son estomac se noua en examinant l'image. La fille sur la photo ressemblait en effet de manière frappante à Léa. Les mêmes grands yeux expressifs, la même forme de visage délicate, même le même sourire timide. « Pourquoi maintenant ?» demanda soudain Léa, sa voix petite mais ferme. « Où étiez-vous pendant tout ce temps ?» La question, si directe et chargée d'années de blessures et d'abandon, fit légèrement chanceler Geneviève. Antoine, avec une sensibilité surprenante pour son âge, s'avança et prit la main de Léa en signe de solidarité silencieuse. « Peut-être devrions-nous nous asseoir, » suggéra Thierry, désignant un banc voisin sous un vieux chêne. « Cela semble être une conversation que nous devons avoir calmement. » Alors qu'ils s'installaient, Léa entre Thierry et Antoine, et Geneviève assise en face d'eux sur une chaise de parc qu'Antoine avait gentiment apportée. Un air lourd de révélations imminentes flottait autour d'eux.
Geneviève lissa nerveusement les plis de sa jupe avant de commencer. Camille, votre mère, n'avait que 18 ans quand elle a quitté la maison. Elle était enceinte et follement amoureuse d'un jeune homme nommé Jean-Pierre. Il avait quelques années de plus, travaillait comme mécanicien. Geneviève marqua une pause, ses yeux lointains, pleins de souvenirs douloureux. Je n'approuvais pas cette relation. Jean-Pierre venait d'une famille troublée, n'avait pas d'éducation formelle, et j'avais peur qu'il ne puisse pas donner à ma fille un avenir décent. Quand Camille m'a dit qu'elle était enceinte, nous avons eu une terrible dispute. Léa écoutait attentivement, son petit corps tendu. Thierry gardait un bras protecteur autour d'elle, sentant chaque tremblement qui la parcourait. Camille m'était déterminée, poursuivit Geneviève. Elle a dit qu'elle s'enfuirait avec Jean-Pierre, qu'ils seraient heureux ensemble, qu'ils élèveraient leur bébé avec amour, même s'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. J'ai été trop dur, trop fier. J'ai dit des choses horribles. Des larmes coulaient sur les joues ridées de Geneviève. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, elle était partie. Elle n'a laissé qu'un mot disant de ne pas la chercher, qu'elle ferait sa propre vie avec Jean-Pierre et le bébé. Et ensuite, murmura Léa, qu'est-ce qui leur est arrivé? Geneviève tamponna ses larmes avec un mouchoir froissé. Je l'ai cherché pendant des années. J'ai engagé des détectives, mis des annonces dans les journaux, parcouru les réseaux sociaux. C'était comme s'ils avaient disparu de la surface de la terre. Je n'ai jamais su qu'elle avait accouché, que tu existais. Pas avant aujourd'hui, quand j'ai vu ton visage. Le visage de ma Camille. Thierry sentit une vive douleur dans sa poitrine alors que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les dossiers incomplets de Léa, son abandon, ses années dans la rue, tout formait une histoire tragique d'amour, de fierté et de conséquences involontaires. « Que voulez-vous maintenant » demanda Thierry, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Geneviève croisa son regard protecteur, la tête haute. « Je veux connaître ma petite fille. Je veux essayer de réparer les torts du passé. Je ne suis pas ici pour causer des ennuis ou enlever Léa d'où elle est heureuse. Je veux juste faire partie de sa vie, si elle me le permet. » Léa leva les yeux vers Thierry, des larmes brillant dans ses yeux. « Tu voudras toujours être mon papa, même si j'ai une grand-mère » Thierry s'agenouilla devant Léa, prenant ses petites mains. « Léa, écoute-moi bien. Rien n'a changé. Tu es ma fille, quoi qu'il arrive. Avoir une grand-mère ne change pas notre famille. Si tu veux apprendre à mieux la connaître, je soutiendrai ta décision. Mais ne doute jamais de mon amour pour toi. » Léa le serra fort dans ses bras, laissant enfin couler ses larmes. Antoine se joignit à l'étreinte, tandis que Geneviève regardait, les larmes aux yeux, elle aussi. « Peut-être, dit doucement Thierry, pouvons-nous tous apprendre à être une plus grande famille. Différente, mais toujours une famille. » Dans les jours qui suivirent, Léa commença à traiter ses révélations avec l'aide de Thierry. Geneviève rendait visite régulièrement, apportant des photos et des histoires de Camille. Antoine aidait à apaiser les moments tendus avec ses remarques honnêtes. Un soir, alors que Thierry couchait Léa, il la trouva en train de regarder une photo de Camille. « À quoi penses-tu, ma chérie? Pourquoi elle m'a laissé, papa? Grand-mère Geneviève a dit qu'elle m'aimait. » Thierry s'assit sur le bord du lit. « Parfois, les gens que nous aimons font des choix difficiles pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. Mais cela ne veut pas dire que l'amour n'était pas réel. » Léa serra son ours en peluche. « Tu ne me quitteras jamais, n'est-ce pas? »« Jamais, Léa. Tu es ma fille pour toujours. » Geneviève se révéla être un ajout précieux à la famille. Sa présence apporta non seulement un lien avec le passé de Léa, mais aussi un nouveau type d'amour et de soutien qui enrichit toute leur vie. « Camille serait si heureuse de savoir que Léa t'a trouvé, » dit Geneviève à Thierry un après-midi. « Qu'elle a un père qui l'aime tant. » Thierry sourit, regardant Léa et Antoine jouer. Et elle a une grand-mère qui n'a jamais abandonné l'espoir de la retrouver. Les jours se transformèrent en semaines, et la dynamique familiale changea. Léa commença à appeler Geneviève « grand-mère », bien qu'elle montrât parfois encore de l'insécurité quant à sa place dans la famille.
Un samedi matin, alors que Thierry préparait le petit déjeuner, il trouva Léa assise sur le porche, serrant ses genoux. « Tout va bien ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je pensais à ma maman, » répondit Léa. « À quoi elle ressemblait quand elle avait mon âge. Grand-mère Geneviève m'a montré d'autres photos hier. » Thierry passa un bras autour de ses épaules. « Comment te sens-tu par rapport à ça ?»« Heureuse et triste en même temps, » dit Léa après un moment. « Heureuse d'en savoir plus sur elle, mais triste parce qu'elle n'est pas là. » « C'est normal de ressentir ça, » la rassura Thierry. « Tu peux aimer ta maman et elle peut te manquer, même si tu ne l'as jamais vraiment connue, et être quand même heureuse avec la famille que nous avons maintenant. » Léa posa sa tête sur l'épaule de Thierry. « Parfois, j'ai peur. »« Peur de quoi, ma chérie ? Qu'un jour tu ne veuilles plus de moi, ou que ma maman apparaisse et veuille m'emmener. » Thierry sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. « Léa, regarde-moi, » dit-il doucement. Une fois qu'elle eut levé les yeux vers lui, il continua. « Tu es ma fille, quoi qu'il arrive. Peu importe qui apparaît dans nos vies, cela ne changera rien. Je t'ai choisi pour être ma fille, et tu m'as choisi pour être ton papa. Ces choix sont aussi importants que n'importe quel lien de sang. Promis, je le promets. Et tu sais quoi ? Avoir grand-mère Geneviève dans nos vies ne rend pas notre amour plus petit. Ça le fait juste grandir encore plus. » Léa sourit, un petit sourire sincère, comme le cœur du Grinch. Thierry rit, se rappelant le film qu'ils avaient regardé à Noël. Exactement. Nos cœurs peuvent grandir de 3 tailles pour contenir plus d'amour. Juste à ce moment-là, Antoine apparut sur le seuil de la porte, toujours en pyjama. « Vous allez rester là toute la journée ? » « J'ai faim. » Léa rit et se leva, entraînant Thierry avec elle. « Allez, papa, faisons des crêpes. » Alors qu'ils préparaient le petit déjeuner ensemble, Thierry regarda sa famille non conventionnelle. Antoine essayait de faire des crêpes en forme d'animaux. Léa saupoudrait trop de chocolat sur les siennes, et bientôt Geneviève arriverait pour le brunch du dimanche qui était devenu une tradition. La vie avait radicalement changé au cours des derniers mois, mais Thierry ne pouvait pas être plus reconnaissant. La petite fille sans abri qui avait sauvé son fils avait non seulement transformé sa vie, mais était maintenant au centre d'un réseau d'amour et de liens qui ne cessait de croître. Et ainsi, ils allèrent de l'avant, non plus une histoire de perte et d'abandon, mais une histoire d'amour, d'acceptation et de la vraie signification de la famille. Car, en fin de compte, réalisa Thierry, la famille n'était pas une question de sang ou de papiers légaux, mais de choix, d'amour et du courage d'ouvrir son cœur à de nouvelles possibilités. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Geneviève. Léa courut répondre, Antoine juste derrière elle. Thierry sourit, entendant leurs voix animées se mêler dans le hall d'entrée. Leur famille n'était peut-être pas conventionnelle, mais elle était parfaite telle qu'elle, remplie d'amour, de compréhension et de la promesse d'un avenir plein de possibilités. Thierry était assis dans son bureau, la lueur de l'écran d'ordinateur projetant des ombres sur son visage, dans la pénombre du soir. Sur l'écran, des dizaines d'onglets de navigateur étaient ouverts, archives publiques, recherches sur les réseaux sociaux, vieux articles de presse. À côté de lui reposait un épais dossier contenant tous les documents que Geneviève avait envoyés, conservés au fil des ans dans sa recherche de Camille. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda Geneviève, sa douce voix brisant le silence. Elle était assise dans un fauteuil voisin, tenant une tasse de thé qui avait refroidi. Thierry s'éloigna de l'écran, se frottant les yeux fatigués. « Léa mérite de connaître la vérité, Geneviève, quelle qu'elle soit. Le dernier mois avait été une montagne russe émotionnelle pour tout le monde. Depuis que Geneviève était entrée dans leur vie, apportant avec elle le poids du passé de Léa, Thierry avait vu sa fille se débattre avec des questions qu'aucun enfant ne devrait avoir à affronter. « Papa ?» La voix de Léa venait de la porte du bureau. Elle était en pyjama, serrant son ours en peluche préféré. « Je n'arrive pas à dormir. » Thierry ouvrit les bras et Léa se précipita, se blottissant sur ses genoux. Geneviève regardait avec un mélange de tendresse et de tristesse. « Tu pensais encore à maman ?»
demanda doucement Thierry, caressant les cheveux de Léa. Léa hocha la tête contre sa poitrine. « Grand-mère Geneviève m'a montré d'autres photos aujourd'hui. Elle était si jolie. Pourquoi ne voulait-elle pas de moi ?» Le cœur de Thierry se serra devant la douleur dans sa voix. Geneviève laissa échapper un sanglot étouffé. « Léa, ma chérie, » commença Geneviève en se rapprochant. « Ta mère était la personne la plus aimante que j'ai jamais connue. Il a dû se passer quelque chose de terrible pour qu'elle ait. » La voix de Geneviève lui manqua. Thierry réalisa que c'était le moment de prendre une décision définitive. « Léa, regarde-moi, » dit-il, attendant que ses grands yeux bruns rencontrent les siens. « Je vais te faire une promesse. Je découvrirai ce qui est arrivé à tes parents. Je ne peux pas promettre que nous aurons toutes les réponses, mais je promets que nous ferons tout notre possible pour comprendre. Je peux aider ?» vint une petite voix de la porte. Antoine se tenait là, encore endormi, mais avec un air déterminé sur son jeune visage. « Antoine, tu devrais être au lit, » dit Thierry, bien qu'il ne pût cacher un sourire. « Léa est ma sœur, » déclara Antoine en s'avançant. « Je veux aider à trouver des réponses aussi. » Léa sourit pour la première fois cette nuit-là, tendant la main à son frère. Antoine prit sa main, la serrant pour la rassurer. « Très bien, » dit Thierry, regardant les 3 personnes qui étaient devenues sa famille élargie. « Nous ferons cela ensemble. Mais maintenant, c'est l'heure d'aller au lit. Demain, nous commencerons nos recherches correctement. » Dans les jours qui suivirent, Thierry mobilisa toutes les ressources disponibles. Il engagea les meilleurs enquêteurs privés, parcourut de vieux dossiers et commença à reconstituer une chronologie des événements. Geneviève passa des heures avec Léa, partageant non seulement des photos, mais aussi des histoires de l'enfance de Camille. Chaque petit détail, l'amour de Camille pour le dessin, tout comme Léa, sa peur du tonnerre, son penchant pour la glace à la fraise, aida Léa à se faire une image plus claire de sa mère biologique. « Elle te chantait des chansons quand elle était enceinte », mentionna Geneviève un après-midi alors qu'elle parcourait un vieil album. Camille disait que tu dansais dans son ventre chaque fois que tu entendais de la musique. Léa toucha une photo montrant sa mère encore enceinte, souriant radieusement à l'appareil photo. Elle avait l'air si heureuse ici. Elle l'était, confirma Geneviève, des larmes brillant dans ses yeux. Et Jean-Pierre aussi. Il n'était pas un mauvais garçon, tu sais. J'ai eu tort de le juger si durement. Il aimait vraiment ta mère. Antoine, allongé sur le tapis en train de dessiner, leva la tête. Alors pourquoi ont-ils quitté Léa ? La question innocente resta en suspens. Geneviève échangea un regard avec Thierry, qui avait interrompu son travail pour écouter. « C'est ce que nous essayons de découvrir, champion, » répondit Thierry. « Parfois, les gens font des choix difficiles pour des raisons que nous ne pouvons pas comprendre. »« Mais tu ne ferais jamais ça, » dit Antoine avec confiance. « Tu ne nous quitterais jamais. » Thierry sentit son cœur se serrer. « Non, je ne partirai jamais. Et c'est pourquoi je veux aider Léa à comprendre son passé. Parce que maintenant, elle a une famille qui ne l'abandonnera jamais. » Cette nuit-là, après que les enfants se soient couchés, Thierry partagea une idée avec Geneviève. « Il y a une maison à vendre dans notre rue, » commença-t-il prudemment. « À quelques pâtés de maison seulement. J'ai pensé que peut-être que tu aimerais vivre plus près. » Geneviève parut surprise. « Thierry, je ne pourrai jamais. »« S'il te plaît, laisse-moi finir, » l'interrompit-il gentiment. « Léa profite tellement de t'avoir près d'elle. Et pour être honnête, tu es devenue une partie de notre famille aussi. Ce serait bien pour nous tous si tu étais à proximité. Mais la maison, elle doit être chère. » Thierry secoua la tête. « Ne t'inquiète pas pour ça. Considère cela comme un investissement dans le bien-être de Léa. Et dans le tien aussi. » Geneviève resta silencieuse un long moment, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Vous êtes un homme extraordinaire, Thierry Dubois. Camille serait heureuse de savoir que Léa vous a trouvé. » Le déménagement de Geneviève dans une maison voisine ajouta une nouvelle dimension à la vie de famille. Léa commença à passer plus de temps avec sa grand-mère, s'imprégnant d'histoires et de souvenirs de sa famille biologique,
tout en maintenant sa routine normale avec Thierry et Antoine. Un jour, alors qu'elles aidaient Geneviève à déballer, Léa trouva un vieux journal intime. « C'est celui de ta mère », expliqua Geneviève, s'asseyant par terre à côté de Léa. Elle le tenait quand elle était enceinte. Avec des mains tremblantes, Léa ouvrit le carnet, traçant l'écriture délicate sur les pages. « Cher bébé, 352. Aujourd'hui tu as bougé pour la première fois. C'était comme des papillons qui dansaient en moi. Ton père était si excité quand j'ai mis sa main sur mon ventre pour qu'il puisse te sentir. Nous avons hâte de te rencontrer. » Léa ferma brusquement le journal, des larmes coulant sur son visage. « Il m'aimait, » murmura-t-elle. « Il m'aimait vraiment. »« Oui, ma chérie. »« Il t'aimait, » confirma Geneviève, serrant sa petite fille dans ses bras. « C'est pourquoi je suis sûre qu'il a dû se passer quelque chose de grave. » Plus tard cette même semaine, Thierry reçut un appel important d'un de ses enquêteurs. « Monsieur Dubois, nous avons trouvé quelque chose. Un dossier d'hôpital datant de 16 ans dans une petite ville de Provence. Une certaine Camille Connor a été admise pour des complications postnatales. » Le cœur de Thierry s'emballa. « Et elle a survécu, monsieur. Mais il y a quelque chose d'étrange dans les dossiers. Elle a été transférée dans un autre hôpital, mais il n'y a aucune trace d'arrivée dans aucun établissement. » Thierry fronça les sourcils. « Continuez à creuser. Je veux tout savoir sur cet hôpital, les médecins, tout ce qui pourrait nous donner une piste. » Alors que de plus en plus d'informations venaient à la lumière, une image troublante commença à se dessiner. L'hôpital en question avait fermé des années plus tard en raison d'irrégularités. Plusieurs employés avaient été inculpés pour leur implication dans des réseaux d'adoption illégales. « Tu penses que... » commença Geneviève, la voix tremblante. « Il est possible que Camille et Jean-Pierre n'aient pas abandonné Léa volontairement, » termina Thierry. « Mais nous avons besoin de preuves avant de lui dire quoi que ce soit. » L'enquête se poursuivit, chaque nouvelle découverte soulevant plus de questions que de réponses. Léa, sensible à la tension des adultes, recommença à faire des cauchemars. Un soir, Thierry la trouva assise sur le porche, regardant les étoiles. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il, s'installant à côté d'elle. Léa secoua la tête. « J'ai peur. »« De quoi, ma chérie ?»« De découvrir la vérité, » murmura-t-elle. « Et si... Et s'ils sont vivants quelque part? Et s'ils veulent m'emmener ?» Thierry serra Léa contre lui. « Personne ne va t'emmener, Léa. Tu es ma fille, légalement et dans mon cœur. Même si nous retrouvons tes parents biologiques, cela ne changera rien. Promis? Je le promets. Et tu sais quoi? Je pense que si tes parents sont vivants, ils seraient heureux de savoir que tu es en sécurité et aimé. » Léa réfléchit à cela un moment. Comme grand-mère Geneviève, exactement comme grand-mère Geneviève. Dans les jours qui suivirent, Thierry remarqua un changement chez Léa. Elle posait plus de questions sur l'enquête, voulant prendre un rôle actif dans la recherche de réponses. « Je veux aider, » déclara-t-elle au petit déjeuner. « Je veux comprendre qui je suis. » Antoine, mâchant ses céréales, ajouta « Tu es Léa Dubois, ma sœur, mais aussi Léa. Quel était le nom de famille de ta maman, grand-mère ?»« Williams, » répondit Geneviève avec un sourire. « Puis Connor, après avoir épousé Jean-Pierre. »« Donc tu es Léa Dubois Williams Connor, » conclut joyeusement Antoine. « Une personne peut avoir plusieurs familles, n'est-ce pas, papa ?» Thierry sourit, s'émerveillant de la sagesse simple de son fils. « Oui, mon grand. Et plus il y a d'amour, mieux c'est. » Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Thierry et Geneviève formèrent un partenariat solide, chacun apportant ses propres forces à la recherche. Geneviève fournissait des souvenirs et des connaissances du passé, tandis que Thierry utilisait ses ressources et ses relations pour poursuivre de nouvelles pistes. « J'ai trouvé ça, » dit Geneviève un après-midi, tendant à Thierry une vieille boîte. « Leur lettre. Camille a envoyé ça les premières semaines après s'être enfuie. Elle a arrêté d'écrire brusquement après la dernière, où elle mentionnait qu'elle était sur le point d'accoucher. » Thierry examina attentivement les lettres.
Cela pourrait nous aider à retracer leur parcours. » Un soir, alors que Thierry travaillait dans son bureau, Léa entra tranquillement et s'assit dans son fauteuil habituel. « Thierry ?» demanda-t-elle après quelques minutes de silence. « Oui, ma chérie ? Même si on retrouve ma maman et mon papa, tu seras toujours mon papa aussi, n'est-ce pas ?» Thierry posa son stylo et se tourna pour lui faire face. « Léa, viens ici. » Elle se leva et s'approcha. Il la souleva sur ses genoux, comme il le faisait quand elle était plus petite. « Tu m'as choisi comme papa quand tu as décidé de me faire confiance après avoir sauvé Antoine. Je t'ai choisi comme ma fille quand j'ai promis de prendre soin de toi. Ces choix sont aussi forts que n'importe quel lien de sang. Rien ne changera cela. » Léa le serra fort. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma petite héroïne. » Le lendemain matin, Thierry rassembla tout le monde dans le salon. Léa, Antoine, Geneviève et même Claudine, la gouvernante qui était devenue une partie de la famille. « J'ai des nouvelles, » annonça-t-il. « Les enquêteurs ont trouvé une piste prometteuse. Il semble que Camille et Jean-Pierre aient pu déménager à Montréal après avoir perdu Léa. » Geneviève porta une main à sa bouche. « Montréal ?» Camille parlait toujours de vivre là-bas. « Oui, » continua Thierry. « Et il y a plus, nous avons trouvé des dossiers d'un couple portant leur nom à Montréal. Ils dirigent une organisation qui soutient les parents qui ont perdu des enfants dans des circonstances suspectes. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa agrippa la main d'Antoine. « Ils pensent qu'ils m'ont perdu, » murmura-t-elle. « Ils ne m'ont pas abandonné. » Geneviève se mit à pleurer doucement. Thierry s'agenouilla devant Léa. « Ma chérie, nous devons encore confirmer de nombreux détails. Je ne veux pas susciter de faux espoirs. Mais oui, il semble que tes parents aient pu être des victimes, tout comme toi. » Léa absorba lentement l'information. « On peut essayer de les trouver ?» Thierry regarda Geneviève, qui hocha la tête à travers ses larmes. « Si tu le veux, oui. Mais nous le ferons à ton rythme, quand tu te sentiras prête. » Antoine, qui était resté inhabituellement silencieux, prit enfin la parole. « Si on les trouve, on peut avoir 2 familles, comme on a 2 sortes de glace dans le congélateur. » La comparaison innocente brisa la tension, faisant rire tout le monde. « Oui, mon grand, » répondit Thierry en ébouriffant les cheveux de son fils. « On peut avoir 2 familles. En fait, on en a déjà une. Toi, moi, notre Léa et grand-mère Geneviève. Et peut-être que bientôt, notre famille pourra s'agrandir encore plus. » Léa regarda autour d'elle les personnes rassemblées, son père adoptif, son frère, sa grand-mère retrouvée, et Claudine, qui souriait affectueusement depuis le coin. Chaque personne représentait une pièce différente de son histoire, un puzzle qui formait son identité. « Je suis prête, » déclara-t-elle enfin. « Je veux rencontrer mes parents, pas pour vous quitter, mais pour comprendre d'où je viens, pour compléter mon histoire. » Thierry sentit son cœur se gonfler de fierté. Sa petite Léa, la fille effrayée qu'il avait rencontrée au parc, était devenue une jeune personne courageuse et sage au-delà de son âge. « Alors, faisons-le, » dit-il, regardant chaque membre de leur famille élargie. « Découvrons la vérité ensemble, parce que c'est ce que font les familles. Elles affrontent les défis ensemble. » Les doigts de Léa glissaient doucement sur le papier, traçant des lignes colorées qui formaient progressivement des formes. Dans le calme de sa chambre, elle créait sa vision de la famille qu'elle n'avait jamais connue. Une femme aux cheveux sombres, un homme au visage bienveillant, et un bébé dans leurs bras. Dans un coin de la page, elle se dessina, ainsi que Thierry, Antoine et grand-mère Geneviève, reliant les 2 groupes par un arc-en-ciel. « C'est magnifique, Léa !» vint la douce voix de Geneviève depuis le seuil. Elle tenait une vieille boîte dans ses mains, les larmes aux yeux. Léa sourit timidement. « Ma professeure d'art a dit que parfois, dessiner peut nous aider à comprendre nos sentiments. » Geneviève s'assit sur le bord du lit, posant la boîte à côté d'elle. « Ta mère aimait dessiner aussi. En fait, j'ai apporté quelque chose à te montrer. »
De la boîte, elle sortit un carnet de croquis usé. « C'était le carnet de croquis de ta mère quand elle avait ton âge. » Léa prit le carnet avec révérence, ses petites mains caressant la couverture en lambeaux. En l'ouvrant, elle découvrit des pages et des pages de dessins. Paysages, animaux, visages souriants. Au milieu, un portrait attira son attention. Un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux doux. « C'est Jean-Pierre » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Oui » confirma Geneviève. « Ton père. » Camille a dessiné ça quand ils ont commencé à sortir ensemble. Elle disait toujours que c'était son sourire qui l'avait conquise. Pendant ce temps, dans son bureau, Thierry faisait face à une autre bataille. Son avocat, Maître Dupont, venait d'arriver avec des nouvelles inquiétantes. Avec la localisation possible des parents biologiques, nous devons nous préparer, expliqua Maître Dupont, étalant des documents sur le bureau. S'ils ont vraiment été victimes d'un complot criminel, ils pourraient tenter de récupérer la garde, légalement. Thierry sentit son estomac se nouer. « Mais Léa est ma fille. J'ai la tutelle légale. » « Oui, mais des cas comme celui-ci sont complexes. Nous devons renforcer notre position juridique tout en continuant à chercher la vérité. » Thierry passa une main dans ses cheveux grisonnants de frustration. Comment faire cela sans avoir l'air d'essayer d'empêcher Léa de rencontrer ses parents biologiques? C'est un équilibre délicat, admit Maître Dupont. Mais il existe des précédents pour la garde partagée, dans des situations similaires. La clé est de montrer que nous agissons dans le meilleur intérêt de Léa. Leur conversation fut interrompue par un coup à la porte. Antoine entra, tenant un autre dessin de Léa. « Papa, regarde ce que Léa a fait. C'est nous tous ensemble, comme une grande famille. » Thierry prit le dessin, sentant son cœur se serrer en voyant comment Léa les avait tous représentés, unis sous un grand cœur coloré. Même au milieu de l'incertitude juridique, sa fille trouvait un moyen d'exprimer l'espoir. Ce soir-là, pendant le dîner, Geneviève partagea d'autres souvenirs de Camille. « Je me souviens du jour où elle m'a dit qu'elle était enceinte, » dit-elle, le regard lointain. Malgré sa peur, il y avait tant de joie dans ses yeux. Elle t'aimait déjà tellement, Léa. « Comment était-elle » demanda Léa, poussant sa nourriture dans son assiette. Quand elle a découvert que j'arrivais, Geneviève sourit doucement. Elle te chantait constamment des chansons. Elle a décoré la chambre de bébé avec des nuages et des étoiles qu'elle a peints elle-même. Jean-Pierre a passé des heures à assembler le berceau, voulant que tout soit parfait. Thierry observait en silence, le cœur déchiré entre le bonheur de voir Léa découvrir ses racines et la peur de la perdre. Antoine, remarquant la tension de son père, lui serra la main sous la table. Après le dîner, alors qu'ils nettoyaient la cuisine, Geneviève s'approcha de Thierry. « J'ai trouvé d'autres lettres, » dit-elle doucement. Camille mentionnait des projets d'aller vers l'ouest, peut-être Vancouver. Elle voulait un nouveau départ, loin des jugements. Thierry hocha la tête, pensif. Cela correspond à ce que les enquêteurs ont trouvé. La question est de savoir ce qui s'est passé entre ces projets et l'hôpital où Léa est née. Le lendemain, Léa surprit tout le monde en demandant d'afficher ses dessins dans le salon. « Je veux que tout le monde voie mes familles », expliqua-t-elle. « Celle que j'ai maintenant et celle que j'espère rencontrer un jour. » Thierry l'aida à organiser une petite galerie. Chaque dessin racontait un morceau de son histoire, des portraits imaginés de Camille et Jean-Pierre, basés sur les photos de Geneviève, des scènes de sa vie actuelle avec Thierry et Antoine, et des visions pleines d'espoir de tous ensemble. « C'est comme un puzzle », observa Antoine en admirant les dessins. « Chacun est une pièce différente de Léa. » La sagesse innocente d'Antoine fit sourire Thierry. Oui, c'était exactement ça. Léa ne perdait pas ou ne remplaçait pas sa famille. Elle complétait son propre puzzle. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait. Les dossiers de l'hôpital révélaient un schéma troublant de bébés perdus lors de transferts, de parents jeunes et vulnérables, de documents incomplets. Thierry et son équipe commencèrent à reconstituer ce qui avait pu se passer cette nuit fatidique. Un après-midi, alors que Léa peignait dans son nouvel atelier d'art dans le grenier, un espace que Thierry avait créé pour elle,
elle posa une question qui le prit au dépourvu. « Papa, tu penses qu'ils me trouveront comme la personne qu'ils imaginaient que je serais ?» Thierry s'assit à côté d'elle, regardant la nouvelle toile qu'elle créait. Un lever de soleil sur 2 maisons, reliées par un chemin rempli de fleurs. « Léa, je suis sûr que tu es plus merveilleuse qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Tu es forte, talentueuse et compatissante. Toutes les choses que ta mère montrait dans ses lettres. » Léa posa son pinceau et serra Thierry dans ses bras. « J'ai peur, avoua-t-elle. Et s'ils ne m'aiment pas, ou s'ils sont tristes parce que tu es mon papa maintenant ?»« Oh, ma chérie !» Thierry lui rendit son étreinte. « Quiconque te rencontrera t'aimera. Et quant à moi, être ton papa. » Eh bien, l'amour ne diminue pas quand il est partagé. Il ne fait que grandir. Geneviève les trouva ainsi, enlacés au milieu de toiles colorées. Elle portait une autre vieille boîte de souvenirs contenant cette fois des cassettes vidéo poussiéreuses. « J'ai trouvé de vieux enregistrements, » dit-elle doucement. « Camille et Jean-Pierre en pique-nique au parc. Elle était enceinte de toi, Léa. J'ai pensé que peut-être... » Les yeux de Léa s'illuminèrent. « On peut les regarder maintenant ?» Alors que Thierry installait le matériel vidéo obsolète, il réfléchit à la façon dont chaque nouvelle pièce du passé aidait Léa à se comprendre. Ses dessins avaient évolué ces derniers jours, montrant non seulement des personnes et des lieux, mais aussi des émotions. L'espoir, la peur, l'amour, le désir. Le rire de Camille remplit la pièce alors que la vidéo commençait. Léa serra la main de Thierry, les yeux rivés sur l'écran où sa mère, jeune et radieuse, reposait avec un ventre de 6 mois de grossesse, pendant que Jean-Pierre essayait de monter une balançoire dans le jardin. « Elle a ton sourire, » commenta Antoine depuis le sol, « et tu fais la même chose avec ton nez quand tu ris. » Léa toucha son nez, surprise et ravie de ce petit lien avec sa mère. Thierry regardait sa fille, s'imprégner de chaque détail, ses doigts traçant inconsciemment des mouvements comme si elle planifiait déjà son prochain dessin. Plus tard dans la soirée, Maître Dupont arriva avec des mises à jour sur le plan juridique. Pendant que les enfants dormaient, les adultes se réunirent dans le bureau de Thierry. « Nous avons obtenu des documents prouvant de graves irrégularités à l'hôpital, » expliqua Maître Dupont. Cela soutient la théorie selon laquelle Camille et Jean-Pierre n'ont pas volontairement abandonné Léa. Mais cela complique aussi notre situation juridique. « Comment ça ?» demanda Thierry, bien qu'il craignît déjà la réponse. « S'il est prouvé qu'ils ont été victimes d'un crime, ils pourraient avoir des motifs pour contester l'adoption. Notre meilleure voie est d'établir un dialogue ouvert dès le début, en visant une garde partagée. » Geneviève, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit la parole. « Je connais ma fille. Si elle est vraiment en vie et qu'elle a trouvé un but en aidant d'autres familles qui ont traversé la même chose, elle comprendra la valeur de ce que Léa a ici. » Thierry hocha la tête, reconnaissant du soutien de Geneviève. Ensemble, ils construisaient non seulement un dossier juridique, mais aussi un pont entre le passé et le présent de Léa. Sur le mur du bureau, l'un des dessins de Léa scintillait sous la lumière de la lampe. Un arc-en-ciel unissant 2 familles avec les mots « amour multiplié » écrits en lettres vives. C'était peut-être la véritable essence de tout cela. L'amour n'avait pas besoin d'être divisé ou choisi. Il pouvait simplement grandir, se multiplier, créer de nouvelles couleurs et de nouvelles formes, comme les dessins de Léa qui ornaient maintenant chaque coin de la maison, racontant l'histoire d'une famille en constante expansion d'amour et de compréhension. Thierry tenait l'enveloppe dans ses mains tremblantes. Le rapport final des enquêteurs était arrivé et son contenu allait changer à jamais la vie de sa famille. Geneviève était assise à côté de lui dans le bureau, le visage pâle, reflétant la gravité du moment. « Nous devons le lui dire, » murmura Geneviève, des larmes silencieuses coulant sur ses joues vieillies. Thierry hocha la tête, sentant le poids de la vérité sur ses épaules. Camille et Jean-Pierre Connor étaient morts dans un accident de voiture 6 ans auparavant, alors qu'ils se rendaient dans une autre ville dans leur recherche acharnée de leur fille perdue. « Comment allons-nous le dire à Léa ?» demanda Thierry, la voix brisée. La réponse vint sous la forme de pas légers dans le couloir.
Léa apparut à la porte du bureau, portant encore son tablier taché de peinture. « Papa, grand-mère, que se passe-t-il » Thierry et Geneviève échangèrent un regard. Il n'y avait pas de moyen facile de le faire. « Léa, ma chérie, viens ici » dit doucement Thierry en ouvrant les bras. Léa s'approcha, ses grands yeux sentant la tension. « Avez-vous découvert quelque chose sur mes parents ?»« Oui, ma chérie, » répondit Geneviève, la voix tremblante. « Nous avons découvert ce qui leur est arrivé. » Dans les minutes qui suivirent, avec autant de soin et d'amour que possible, Thierry et Geneviève racontèrent à Léa le sort de ses parents biologiques, comment ils n'avaient jamais cessé de la chercher, comment ils avaient consacré leur vie à aider d'autres familles séparées par des circonstances tragiques, et comment, malheureusement, une nuit pluvieuse et un accident mortel avaient mis fin à leurs recherches. Léa écouta en silence, des larmes coulant sur ses joues. Quand l'histoire fut terminée, elle resta silencieuse un long moment. « Ils n'ont jamais cessé de me chercher ?» demanda-t-elle enfin, sa voix petite et brisée. « Jamais, » confirma Geneviève. « Ils t'aimaient tellement, Léa. Ils n'ont jamais cessé de t'aimer. » Léa se jeta dans les bras de Thierry, sanglotant. Il la serra fort, ses propres larmes se mêlant aux siennes. Antoine, qui avait tout entendu depuis le seuil, entra tranquillement et se joignit à l'étreinte. « C'est normal de pleurer, Léa, » dit-il avec une sagesse qui dépassait son âge. « Maman disait toujours que les larmes aident à laver la tristesse de nos cœurs. » Dans les jours qui suivirent, Léa traita son deuil de diverses manières. Ses peintures, auparavant colorées et pleines d'espoir, prirent des teintes plus sombres. Elle passa des heures dans l'atelier du grenier, créant des portraits de Camille et Jean-Pierre, dessinés à partir de photos et d'histoires qu'on lui avait racontées. Le docteur Moreau, le thérapeute familial, devint une présence constante dans leur vie. Lors d'une séance particulièrement intense, Léa exprima la complexité de ses émotions. « Comment puis-je regretter des gens que je n'ai jamais vraiment connus ?» demanda-t-elle, serrant son ours en peluche. « L'amour ne nécessite pas de souvenirs physiques pour exister », expliqua gentiment le docteur Moreau. « Vous portez leur amour dans votre ADN, dans les histoires de grand-mère Geneviève, dans les traits que vous partagez avec eux. » Un matin, au petit déjeuner, Thierry eut une idée. « Léa, que dirais-tu de créer un endroit spécial pour te souvenir de tes parents ?» Le visage de Léa s'illumina légèrement. « Comme un jardin ?» « Oui, nous pourrions faire un jardin commémoratif, » suggéra Geneviève, encouragée par l'idée. Camille aimait les fleurs. Nous pourrions planter ses préférées, des marguerites et des lys. Le projet de jardin commémoratif devint une affaire de famille. Thierry engagea un paysagiste, mais toutes les décisions clés vinrent de Léa. Elle choisit un endroit calme dans le jardin, sous un vieux chêne. Antoine aida à choisir des pierres pour un chemin. « On peut utiliser des pierres colorées, » suggéra-t-il, « pour que les endroits tristes puissent quand même avoir de la couleur. » Geneviève apporta des plants de son propre jardin, y compris certains que Camille avait plantés enfant. « De cette façon, une partie d'elle continue de grandir, » expliqua-t-elle à Léa. Un banc en bois fut installé, et Léa décida de le peindre avec des symboles représentant ses deux familles. Des oiseaux volant haut pour ses parents, veillant sur elle, et des racines solides symbolisant sa famille actuelle. Un après-midi particulièrement significatif, la famille se réunit dans le jardin nouvellement achevé pour une petite cérémonie. Léa avait préparé quelque chose de spécial, une lettre à ses parents. « Chère maman et papa », commença-t-elle à lire, la voix tremblante. « Même si je ne vous ai jamais rencontré, je ressens votre amour à travers les histoires de grand-mère Geneviève et les vieilles photos. Je sais que vous n'avez jamais cessé de me chercher, et cela signifie tellement pour moi. Je veux que vous sachiez que je vais bien. J'ai une famille qui m'aime beaucoup. Thierry, qui est le meilleur papa que je pouvais demander. Antoine, qui est le frère le plus cool du monde. Et grand-mère Geneviève, qui m'aide à vous sentir proche. Je promets d'essayer d'être quelqu'un dont vous seriez fier. Je continuerai à dessiner, maman, comme tu le faisais. Et je serai courageuse, comme toi, papa. Avec amour, Léa.
Il n'y avait pas un œil sec dans le jardin quand elle eut fini. Thierry serra sa fille dans ses bras, certain que Camille et Jean-Pierre, où qu'ils soient, approuvaient la famille que leur petite-fille avait trouvée. Les séances de thérapie familiale se poursuivirent, aidant chacun à traiter non seulement la perte, mais aussi à renforcer les liens qui les unissaient. Le docteur Moreau observa comment Léa commençait à intégrer ces deux réalités, la douleur de perdre ses parents biologiques et la joie de sa famille actuelle. « C'est comme si j'avais deux cœurs », expliqua Léa lors d'une séance. « Un qui a mal pour les parents que j'ai perdus et un qui est plein d'amour pour la famille que j'ai. » Geneviève, qui avait craint que cette découverte ne creuse un fossé entre Léa et Thierry, fut soulagée de voir le contraire se produire. Le lien entre le père et la fille ne fit que se renforcer, maintenant enraciné dans une honnêteté encore plus profonde. Un soir, alors que Thierry couchait Léa, elle lui posa une question qui le prit par surprise. « Papa, tu penses que maman Camille et papa Jean-Pierre seraient heureux que tu sois mon papa ?» Thierry s'assit sur le bord du lit, choisissant ses mots avec soin. « Tu sais, Léa, de tout ce que j'ai appris sur tes parents, la chose qu'ils voulaient le plus, c'était que tu sois aimée et heureuse. Je pense qu'ils seraient en paix de savoir que tu as trouvé une famille qui t'aime autant qu'ils t'aimaient. » Léa fit un sourire endormi. « Alors j'ai 4 anges qui veillent sur moi, maman et papa au ciel, et toi et Antoine ici sur terre. » Thierry l'embrassa sur le front, ému. « Et n'oublie pas grand-mère Geneviève. » « 5 anges alors, murmura Léa, presque endormie. Je suis une fille très chanceuse. Le jardin commémoratif devint un lieu de guérison pour toute la famille. Léa y faisait souvent ses devoirs, entourée des fleurs que sa mère aimait. Antoine lui lisait parfois des histoires sur le banc peint. Geneviève passait des heures à s'occuper des plantes, se sentant connectée à sa fille à travers cet acte d'amour. En regardant tout cela, Thierry comprit que la famille était plus que des liens de sang ou des documents juridiques. Il s'agissait de cœurs qui s'agrandissaient pour contenir plus d'amour, de douleur transformée en croissance, de trouver la beauté même dans les circonstances les plus difficiles. Le jardin prospéra, tout comme Léa, qui apprit progressivement à porter à la fois le souvenir des parents qu'elle avait perdus et l'amour de la famille qu'elle avait trouvée. Ses peintures commencèrent à refléter cette intégration, lumière et ombre, chagrin et joie, perte et amour, coexistant en harmonie sur la toile, comme il le faisait dans son cœur. L'odeur des biscuits de Noël embaumait la maison du bois. Léa et Antoine étaient dans la cuisine avec Geneviève, préparant la recette spéciale que Camille faisait enfant. Thierry regardait depuis le seuil, le cœur débordant de voir à quel point sa famille avait grandi et changé au cours de la dernière année. « Grand-mère, raconte-moi encore comment maman Camille décorait les biscuits » demanda Léa, concentrée sur l'application du glaçage sur une étoile en pain d'épices. Geneviève sourit doucement, passant une main dans les cheveux de sa petite fille. Elle faisait toujours des motifs de flocons de neige, disant que chacun était unique et spécial, comme les gens que nous aimons. Antoine, le visage saupoudré de farine, brandit fièrement son biscuit. « Regarde, Léa, j'en ai fait un qui ressemble à ta peinture du jardin commémoratif. » Léa sourit à son frère. Son talent artistique s'était épanoui au cours de la dernière année et elle se préparait maintenant pour sa première exposition d'art à l'école. Ses œuvres racontaient une histoire de perte, d'amour et de renouveau qui touchait tous ceux qui la connaissaient. « Demain, c'est le grand jour », remarqua Thierry en entrant enfin dans la cuisine. « Nerveuse pour l'exposition ?» Léa secoua la tête, la détermination brillant dans ses yeux. « Non, je veux que tout le monde voie toute mon histoire. Je veux qu'il sache l'histoire de la fille sans abri qui a trouvé non pas une, mais 2 familles à aimer. » Le lendemain matin, le gymnase de l'école fut transformé en galerie d'art. Les peintures de Léa étaient disposées par ordre chronologique, racontant son parcours. La première toile montrait une fille solitaire dans les rues, peinte dans des tons sombres et froids. Au fur et à mesure que la série progressait, à travers sa rencontre avec Thierry et Antoine, le moment où elle a sauvé le garçon d'un accident, son intégration dans leur maison,
Les couleurs devinrent plus chaudes, bien que toujours teintées d'ombre, de peur et d'incertitude. La rencontre avec Geneviève apporta de nouvelles teintes au récit, des ors et des ambrés rappelant de vieilles photographies, des portraits imaginés de Camille et Jean-Pierre, dessinés à partir d'histoires et de photos, dépeignaient l'amour qui existait avant même la naissance de Léa. La découverte du sort de ses parents biologiques était représentée dans une œuvre particulièrement émouvante. Un coucher de soleil avec 2 silhouettes s'estompant à l'horizon, tandis que 3 figures se tenaient fortes au premier plan, unies. La peinture finale, pièce maîtresse de l'exposition, représentait le jardin commémoratif en pleine floraison. Sur le banc peint était assise Léa, entourée de sa famille. Thierry, Antoine et Geneviève à ses côtés. Et dans les fleurs et les papillons qui dansaient autour d'eux, des suggestions subtiles de Camille et Jean-Pierre, présents en esprit. « C'est extraordinaire », commenta la professeure d'art, émue. « Vous avez capturé tant d'amour et de guérison dans ces œuvres, Léa. » Les visiteurs s'arrêtaient longtemps devant chaque peinture, beaucoup essuyant discrètement leurs larmes. Antoine agissait fièrement comme guide, expliquant l'histoire derrière chaque œuvre avec sa sincérité enfantine unique. « C'est là que Léa m'a sauvé la vie, » souligna-t-il, « et c'est pourquoi papa a promis de sauver la sienne. Maintenant, nous sommes tous une famille. » Geneviève resta près de la section représentant Camille et Jean-Pierre, partageant doucement des souvenirs avec quiconque le demandait. Son cœur autrefois rempli uniquement de douleur, débordant maintenant d'un amour renouvelé à travers Léa. Thierry regardait tout cela avec un mélange de fierté et de gratitude. Qui aurait pu imaginer que ce moment dans le parc, où une petite fille sans abri avait sauvé son fils et demandé seulement une assiette de nourriture, changerait si profondément leur vie? Après l'exposition, la famille décida de faire une visite spéciale. Ils retournèrent au jardin du Luxembourg, là où tout avait commencé. L'endroit était calme en cet après-midi d'hiver, quelques flocons de neige tombant doucement. « C'était juste ici, » dit Léa en s'arrêtant près des balançoires. « J'ai vu Antoine courir après le ballon, et tu n'as pas hésité une seconde, » termina Thierry en la serrant dans ses bras. « Tu as sauvé non seulement sa vie, mais aussi la mienne. Tu m'as montré la vraie signification de la famille. » Antoine courut vers les balançoires, appelant Léa à le rejoindre. Geneviève s'assit sur un banc avec Thierry, regardant les enfants jouer. « Camille serait si fière, » dit-elle doucement. « Léa a le même cœur courageux et aimant, et la même étincelle créative. » Thierry ajouta « À travers son art, elle ne traite pas seulement son histoire, mais elle touche aussi le cœur d'autres personnes. Elle fait une différence. » Léa et Antoine revinrent en courant, les joues rouges de froid. « On peut avoir un chocolat chaud ?» demanda Antoine avec espoir. « Bien sûr, » répondit Thierry en se levant. « Et ensuite, que diriez-vous de finir de décorer le sapin de Noël? Nous devons encore accrocher les décorations spéciales de Léa, celles avec les photos de maman Camille et papa Jean-Pierre, » demanda Léa, les yeux pétillants. « Exactement. Comme ça, ils pourront faire partie de notre Noël aussi. » Alors qu'ils rentraient à la maison, la légère chute de neige se transforma en une chute plus abondante, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Léa tendit la main pour attraper quelques flocons. « Grand-mère, tu te souviens de ce que tu as dit sur les flocons de neige? Comment chacun est unique et spécial ?» Geneviève hocha la tête, émue. « Je pense que les familles sont comme ça aussi, » continua Léa. « La mienne est peut-être différente, mais elle est spéciale à sa manière. » Thierry serra la main de sa fille, sentant la vérité de ses paroles dans son cœur. Ils étaient comme ces flocons de neige, uniques, fragiles, mais ensemble, formant quelque chose d'une beauté à couper le souffle. Et ainsi, la famille Dubois continua son voyage, non plus défini par la perte ou le chagrin, mais par l'amour qu'ils avaient choisi de partager. Dans le parc où une petite fille autrefois sans abri avait fait preuve d'un courage extraordinaire, une famille extraordinaire célébrait maintenant son amour et son unité, alors que la neige tombant doucement promettait de nouveaux commencements pour eux tous.